Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Achetez maintenant avec 20% de remise jusqu'au 31 janvier 2023. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Achetez maintenant. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Recevez $20 de remise, including la boîte de télévision plus l'expédition. $173 pour toute l'année. $173 pour toute l'année. Bonsoir ou bonjour à tous, selon là où vous êtes. Je soutiens bien sûr cette publicité parce que nous avons besoin de cette télévision. Nous avons besoin de moyens de communication comme celle-ci pour faire connaître nos valeurs, pour prouver au reste du monde que nous existons et que nous pouvons aussi apporter quelque chose. Je profite de l'occasion pour remercier tous les téléspectateurs qui nous sont fidèles dans le monde entier. Je salue toute ma famille de Douala, bien sûr, qui me soutient. En particulier, je souhaite un prompt rétablissement à ma cousine qui est hospitalisée, et à tous ceux qui souffrent dans ma famille. Je pense bien à vous. Courage, courage, courage. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous avons comme invité le professeur, qu'on ne présente plus, Hamzat Yabara. Excuse-moi, je coche ton nom alors qu'on est souvent là. Ça va venir un jour. En tout cas, tu es là. Merci de ta présence. Merci de ta disponibilité. Parce que tu es souvent, quand on fait appel à toi, c'est sûr que tu es là pour soutenir la cause et pour partager avec nous ce que tu as appris, ce que tu veux apprendre, ce qui est en plus ta passion et qui va dans le sens de ta propre conviction. Merci d'être là. Avant de te passer la parole, je reviens un peu à la séance de la semaine dernière. On a invité deux jeunes Africains qui ont fait la formation en naturopathie et en thérapie spirituelle, quelque chose comme ça. C'est ce qu'Alexandre nous a dit. Bien sûr que à travers leur formation, on est obligé de se poser des questions, de savoir pourquoi c'est toujours l'Africain qui doit apprendre des autres. Pourquoi nous, on ne peut pas faire comme les Chinois, les Indiens, faire la médecine allopathique occidentale pour obtenir nos diplômes et pratiquer la médecine africaine. C'est ce que les Chinois et les Indiens font. Et il y en a beaucoup ici à Genève. Ce sont des questions qui ne... Je veux dire, on ne peut pas répondre en un seul mot, en tout cas pas au pif à une telle question, mais ça mérite aussi qu'on se la pose. En même temps, je reconnais que nous tous, y compris les jeunes de la semaine dernière, nous appartenons à un siècle où tout le monde est métis quelque part. Même dans mon pays d'origine, les enfants de ma famille qui sont nés à Douala ne parlent pas la langue Bashingo ni une autre langue Bamileke que ceux qui sont restés au village. Donc, quelque part, ils sont déjà métis. Dans mon cas, en dépit de ce titre de reine qui me suit et que je compte bien assumer, quand j'arrive chez moi, ce sont mes petites sœurs ou bien mes cadets qui doivent m'apprendre à reconnaître certains détails, tant de l'histoire que dans la pratique des us et coutumes de mon peuple. Ce qui veut dire que malgré tout, je suis aussi métisse quelque part. Je cherche par là à dire que cette démarche, une démarche comme celle de ces jeunes de la semaine dernière, n'est pas du tout perdue.
puisque Alex, par exemple, en dépit du fait qu'il se base sur la Kabbale juive pour interpréter certains symptômes ou bien pour rechercher la solution à certains problèmes de santé, a quand même une initiation dans son clan paternel au Cameroun. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi perdu que ça, il n'est pas aussi européen, il n'est pas aussi en marge que ça. Il y a quelque chose qui légitime son africanité. Il en est de même pour Irasima, qui elle a fait une formation reconnue en Suisse. Je suppose qu'elle peut se faire rembourser par la caisse maladie, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup d'autres formations. Elle aussi a confirmé, même ici sur l'antenne, qu'elle s'est fait inspirer par ses ancêtres, dont la dimension africaine est là. Par cette introduction, je crois que je cherche à dire que le métissage n'est pas nécessairement quelque chose de perdu et que même avec ton discours de ce soir, on verra qu'avec une certaine conscience, avec un certain effort, avec une certaine conviction, on peut construire quelque chose, on peut récupérer quelque chose de l'Afrique. Et notre sujet, donc, c'est le mois de l'histoire noire. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que c'est à l'origine, il y a un historien américain. Bonsoir, Hamzat. Bonsoir, bonsoir Hermine, bonsoir à toute l'équipe et toutes les personnes qui nous suivent. Donc, merci pour l'invitation. Merci pour les mots de sagesse et de bénédiction en ouverture. Je pense que l'histoire, c'est une forme de guérison. Et connaître son histoire, c'est être capable de se soigner. Et c'est en ça que la question du mois de l'histoire des Noirs, c'est de l'histoire noire, parce qu'il y a les deux formules. C'est quelque chose de très important parce que ça permet à une partie de l'humanité de pouvoir justement se soigner, montrer qu'elle a réalisé des choses grandes comme d'autres civilisations, qu'elle n'a pas à avoir honte, qu'elle est capable de réaliser des choses merveilleuses dans le futur parce qu'elle a aussi un passé qui est glorieux, qu'elle est capable d'avoir de la fierté. Donc, tous ces éléments-là sont importants pour qu'on puisse avancer dans la concorde et aussi dans je dirais dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Je pense que les processus de guérison doivent beaucoup à la capacité d'avoir foi en soi, d'être inscrit dans un environnement social, historique, familial, de connaître ses origines. Et le mois de l'histoire noire, il a probablement aidé beaucoup d'Afro-Américains, parce que ça a d'abord été créé aux États-Unis, à mieux accepter leur identité, à mieux vivre, je dirais, leur situation, et à probablement devenir des adultes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus équilibrés. Il ne l'aurait été si Carter Godwin Woodson, donc ce fameux historien afro-américain. Justement, avant qu'on avance, tu peux nous parler de ce monsieur, tu peux nous parler du fondateur de ce mouvement? C'était un noir aussi, oui, c'est dans quelles conditions, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre une telle décision? Bon, en fait, c'est un historien qui est né en 1875, donc à une époque où il y avait l'esclavage était aboli, mais la ségrégation allait se mettre en place aux États-Unis. Et en 1926, il va créer la Semaine de l'histoire nègre. Et donc lui, son objectif, c'est de faire en sorte que l'histoire des Noirs aux États-Unis soit également institutionnalisée, qu'elle soit enseignée, et que surtout les Noirs américains qui descendent quand même d'une histoire esclavagiste puissent à la fois connaître les réalisations de leurs ancêtres aux États-Unis et aussi se relier à l'histoire de l'Afrique, connaître mieux leurs origines.
Donc c'est une initiative au départ qui était, je dirais, à la fois professionnelle et militante, qui avait pour but aussi de produire des livres, des supports à destination de la jeunesse noire américaine et en même temps de toute la jeunesse, parce que lorsque vous produisez des supports, vous les mettez à disposition de tout le monde au final. Et ce qui fait que 50 ans après la première semaine de l'histoire nègre, en 1926, et bien en 1976, c'est le gouvernement lui-même, le président de l'époque, qui a décrété le mois de l'histoire noire. C'était à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance américaine. Et depuis donc 1976, aux États-Unis, le mois de février, il est vraiment consacré à faire connaître les grandes réalisations produites par les Noirs. Et comme c'est une histoire qui est américaine, eh bien, tous les enfants, qu'ils soient noirs, blancs, latinos, asiatiques, eh bien, apprennent aussi de cette histoire noire. Donc, c'est une manière de revaloriser, de rééquilibrer un certain nombre de choses. Et donc, Carter Woodson est décédé en 1950. Il est notamment l'auteur d'un livre très important qui s'intitule The Miseducation of the Negro, qui pourrait traduire par la mauvaise éducation du noir, du nègre, comme il disait à l'époque, dans lequel il explique l'importance de l'éducation. Oui, on va revenir sur cet aspect-là. Mais avant, quand tu répètes que c'est devenu une institution aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Qu'on peut enseigner, je veux dire, que l'histoire africaine est enseignée même dans une école où il n'y a que des Blancs? Oui, 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 c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, comment dire, écoles publiques, les écoles étatiques, bon, même d'autres écoles, le mois de février, il est traditionnellement consacré à ce que, au moins 1 heure par jour, on mette l'accent sur les figures noires de l'histoire des États-Unis, de l'histoire universelle. Et c'est quelque chose qui est le résultat aussi des luttes pour les droits civiques, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de s'asseoir dans tous les cafés que l'on veut. Il faut aussi que notre histoire soit inscrite à part entière dans le système scolaire et que les enfants que nous avons puissent également connaître leur histoire et le rôle que leurs ancêtres ont joué dans la construction du pays dans lequel ils se trouvent. Et après les États-Unis, le mois va être également créé au Canada dans les années 90, en Angleterre également, bon, là récemment, mais de manière non officielle, en France, en Suisse, en Belgique, on voit des associations qui vont se positionner sur ce créneau et organiser des événements. Bon, parfois, ils vont appeler le mois de l'histoire des Noirs, mais pas forcément. Mais en tout cas, il y a une tradition qui est arrivée depuis les États-Unis pour que dans les pays où il y a des afro-descendants, puissent mettre en avant pendant un mois. Donc aux États-Unis, au Canada, c'est février. En Angleterre, c'est octobre. Et bien pendant un mois, on met en avant cette histoire-là. Donc, nous pouvons revenir sur cette idée de l'éducation. Tu peux préciser ce que ça suppose, l'éducation du noir? Alors, dans ce contexte-là, bien sûr. En fait, comme je le disais, Carter Woodson, il a écrit un livre qui s'intitule The Miseducation of the Negro. Et bon, on a une histoire qui est quand même marquée par l'esclavage et la colonisation. Et pendant l'esclavage et la colonisation, l'éducation des Noirs n'était pas du tout la priorité du maître ou du colon. Par conséquent, nous avons, je dirais, subi à la fois des lavages de cerveau. Nous avons été plongés dans des puits d'ignorance et nous avons également été, je dirais, vidés de notre patrimoine historique et culturel. Et donc pour Carter Woodson, il s'agissait de réarmer intellectuellement les Noirs aux États-Unis, de leur donner des repères dans le temps, des repères historiques, et aussi, je dirais, de faire en sorte que les programmes d'études des écoles, à travers la question de l'éducation,
soient mieux armés pour lutter contre le racisme. Parce que le racisme est une idéologie, est un délit, un crime qui provient en grande partie de l'ignorance. Voilà, parce qu'on ignore que celui qui est différent de nous a aussi une histoire, une culture, une identité. Eh bien, on va vouloir l'écraser, vouloir le nier, vouloir l'humilier, alors qu'il faut le respecter. Et donc, l'histoire est un espace de respect, voilà, pour tous les enfants qui apprennent l'histoire des grands conquérants européens. Mais c'est bien aussi que d'autres enfants apprennent qu'il y a eu aussi des conquérants africains, des résistants africains, et que l'histoire est beaucoup plus équilibrée qu'on ne le croit. Donc l'éducation, dans ce contexte-là, a pour vocation de libérer, d'émanciper, puisque à l'abolition de l'esclavage, on s'est retrouvé confronté à beaucoup de Noirs qui ne savaient ni lire ni écrire. Et lorsque vous ne savez ni lire ni écrire, vous retombez dans une autre forme d'esclavage. Lorsque vous êtes illettré, lorsque vous n'arrivez pas à lire votre environnement, lorsque vous n'arrivez pas à développer votre pensée, eh bien vous êtes dans une autre forme d'esclavage. Mais il y avait quand même une certaine utopie dans son raisonnement si on repose tout ceci dans le contexte de l'époque. Comment on peut imaginer un maître blanc en train d'éduquer de cette manière-là celui qui est condamné à être au service? Alors, en fait, le cas des États-Unis est particulier parce que les États-Unis ont développé deux civilisations séparées. En Afrique du Sud, on appellera ça l'apartheid, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la civilisation blanche et la civilisation noire. Et donc, il y avait des écoles qui étaient uniquement réservées aux Noirs, des universités pour les Noirs. Et c'est d'abord dans ces espaces-là que Carter Woodson a fait le travail de construction de cette identité, de cette histoire noire. C'est très important de le dire, parce que les Noirs américains connaissent généralement, ont un accès peut-être plus facile à leur histoire que d'autres communautés, du fait précisément du travail de ces historiens noirs, qui n'étaient pas toujours des historiens professionnels, mais qui avaient à cœur de faire en sorte que la communauté, que le quartier, que la localité, que les enfants puissent connaître leur histoire. Et c'est d'abord dans ce cadre-là qu'il a évolué jusqu'à son décès en 1950. Puisqu'on est dans une époque de ségrégation, donc les Noirs et les Blancs ne vont pas dans les mêmes écoles. Donc pendant toute cette période-là, la question de l'histoire noire est principalement réservée aux écoles noires. Lorsque la ségrégation est abolie et qu'on voit apparaître de la mixité, mais tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce qui était propre aux écoles noires soit élargi à toutes les écoles américaines. Et c'est ça qui intervient en fait en 1976 avec le gouvernement américain qui décide effectivement de faire en sorte que le mois de l'histoire noire soit vraiment inscrit dans les rendez-vous, les événements, les institutions américaines. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Au départ, on est uniquement concentré sur les enfants noirs parce que c'est que dans ce cadre-là qu'on peut faire ce travail-là. D'accord, bien sûr, on s'attendrait à ce que ce soit les Noirs qui éduquent les Noirs. C'est exactement ça. D'accord, parce que ça, je n'avais pas très bien compris. Et quand tu dis, par exemple, que les Noirs ont beaucoup contribué à l'histoire de l'Occident, je veux dire, ça reste, cette contribution-là, cite-nous quelques exemples concrets parce que aujourd'hui, on parle de retour d'objets d'art sans qu'on sache comment ces objets sont arrivés, où ils sont, encore moins comment on va les faire rentrer dans leur pays d'origine où très souvent il y a un sanctuaire qui attend depuis des années. Au fond, qu'est-ce que ces objets sont venus faire en France et en quoi ça contribue à l'histoire de la France puisque ce ne sont pas les objets à eux. Alors, cette contribution des Noirs à l'histoire des Blancs, je ne sais pas comment on peut prendre.
Oui, ben, en fait, déjà dans la vie classique, hein, par exemple, les feux tricolores, ils ont été inventés par, enfin, c'est un noir qui en a inventé le système, il s'appelait Garrett Morgan. Donc c'est lui qui a, comment dire, travaillé, qui a mis au point les éléments qui ont permis de créer les feux tricolores. Euh, donc ça montre quelque part que beaucoup de choses qui relèvent du quotidien sont liées donc à des figures noires. On a également le premier chirurgien qui avait fait une opération à cœur ouvert, qui était aussi un noir américain. Donc dans la science, dans la médecine, dans l'industrie, on a des réalisations concrètes que l'on doit à des figures noires dont on ne connaît pas l'existence. Ça, c'est pour la période contemporaine. Pour la période dont tu parles, les musées sont remplis d'objets pillés durant la colonisation, notamment pour tout ce qui concerne les arts africains. Et, euh, et ces éléments-là, ces objets, prouvent qu'il existait des artistes, qu'il existait un génie africain, qu'il existait comment dire, une conception du beau pensée par les Africains, et aussi des savoir-faire que même les Occidentaux n'ont jamais été capables soit de comprendre, soit de reproduire. Bon, jusqu'aux pyramides d'Égypte, évidemment, dont dans certains cas, on est encore dans le mystère de certaines réalisations architecturales de l'époque. Donc, il y a, je dirais, tout un savoir-faire africain, noir, qui a été aussi déporté pendant l'esclavage, qui a été, comment dire, par exemple, des éléments liés à la question de la maternité. On sait que la mortalité infantile dans les quilombos, donc les lieux de refuge des Noirs au Brésil, était inférieure à la mortalité infantile dans les villes occidentales. Ah Parce oui? que les femmes qui étaient déportées venaient avec tout un savoir-faire lié à l'accouchement, à la maternité, aux soins, etc., qui était propre justement à l'Afrique. Donc Ah, ça, je ne savais pas, hein. on a là aussi des éléments qui le montrent, et puis aussi je dirais la manière dont le corps noir a été aussi utilisé en lobby, comment dire, en cobaye scientifique. Donc on a les terribles histoires sur la manière dont, par exemple, la gynécologie s'est développée en pratiquant sur des femmes noires. Tout ça sont des choses qui méritent quand même réflexion quant à la manière dont les inventions occidentales ou les avancées occidentales se sont faites, et en niant parfois soit des plagiats, des usurpations ou des crimes vis-à-vis des Noirs, soit en remettant en avant ce que les Noirs ont pu apporter à l'histoire du quotidien ou à l'histoire de la science ou de la médecine. Donc il y a un certain nombre d'inventeurs, de savants noirs qui sont justement mis à l'honneur pendant le mois de l'histoire des Noirs, et qui permettent aussi de décoloniser la science, de déracialiser la science, parce que très souvent on a l'impression que pour être scientifique, peut être noir et scientifique, c'est incompatible. Ça aussi, c'est lié parfois à des préjugés racistes que nos enfants ont à l'école, où parfois, quand ils veulent faire des choses brillantes, eh bien, on va un peu les stéréotyper en leur disant non, toi, tu es noir, tu ne peux pas faire ça, tu vas plutôt faire ça, etc. Alors qu'en réalité, tu peux être noir et être très brillant et faire de grandes choses dans la vie. On revient un peu sur cette situation des enfants du Quilombo au Brésil. Euh, c'est la première fois que j'apprends ça et je ne comprends pas comment, bien que ces gens du Quilombo, j'entends, n'étaient pas nécessairement de la même ethnie, ils venaient peut-être pas du même pays, ils parlaient en tout cas pas la même langue. Et comment se transmettre ces valeurs-là au point de devenir une qualité, une vertu pour toute une population? Parce que le Quilombo au Brésil, c'est pas deux petites personnes, c'est quand même, c'est quand même c'est un sous-peuple brésilien. J'entends par là, ça, ils font partie du peuple brésilien. Oui, mais en fait, on est déjà dans des sociétés reconstituées souvent sous des modèles de matriarcat, avec aussi des sororités. Donc il y a quand même un accompagnement
féminin qui est assez important. Et les groupes déportés, les groupes d'Africains déportés au Brésil venaient globalement des mêmes régions du continent africain. Parce que le Brésil est la seule colonie portugaise d'Amérique du Sud. Et donc, du coup, on avait principalement des Africains qui venaient des régions du Congo et de l'Angola, dans lesquelles on peut penser qu'il y avait des parentés culturelles, des parentés linguistiques, des parentés sociales, qui font qu'au niveau du Brésil, les choses se sont recollées peut-être plus facilement qu'au niveau, par exemple, de la Caraïbe, où il y avait beaucoup plus de métissage intra-africain d'une certaine manière. C'est un peu un des éléments d'explication qui peut l'expliquer. Ouais. Et ce mois, au jour d'aujourd'hui, le mois de l'histoire noire, ça correspond à quoi? Dans notre réalité d'aujourd'hui, dans le quotidien de tout Africain, ça devrait correspondre à quoi? Alors, ça devrait correspondre pour les enfants à ce que chaque jour d'école, ils aient 1 heure consacrée donc, à l'histoire noire, quelle que soit la couleur ou l'origine des enfants. Donc ça, c'est un premier élément, qu'on leur demande de faire des exposés en choisissant une figure de cette histoire, qu'ils fassent donc un exposé en disant pourquoi ils admirent cette figure, pourquoi elle est importante, etc. Souvent, vous verrez des documentaires, vous avez plein d'enfants blancs ou noirs qui disent que leur héros, c'est Nelson Mandela, etc. Donc c'est un peu tout ça, c'est vraiment montrer en quoi cette histoire elle est importante pour l'humanité, puisque si on ne fait pas l'histoire des Noirs, il n'y a pas d'histoire, entre guillemets, de réconciliation. Puisque ce sont quand même nous qui avons subi l'esclavage, la colonisation, etc. Et donc, si notre histoire n'est pas un moment mise en avant, il ne peut pas y avoir de possibilité de réconciliation, de réparation. On reste uniquement sur l'histoire de ceux qui ont dominé, écrasé, pillé, etc. Ensuite, dans ce mois-là, il est censé y avoir dans les programmes à la radio ou à la télévision, eh bien, des séries ou des documentaires ou des films qui sont en lien avec cette histoire-là. Donc, c'est le cas aux États-Unis, généralement. Bon, aux États-Unis, c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment une tradition qui est présente. Au niveau des universités, il peut y avoir des colloques, il peut y avoir des rencontres scientifiques, il peut y avoir des lancements d'ouvrages et de livres. Donc là, actuellement, à l'Institut Harriet Tubman de l'Université York à Toronto, vous avez tout un ensemble d'activités autour du Black History Month. Voilà, au Canada, vous avez une table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui est également organisée. Donc, les entrepreneurs noirs également sont mobilisés pour parfois donner des bourses, donner des prix, organiser des galas, faire des actes de charité. Voilà, donc il devrait aussi y avoir de la part des autorités une forme un petit lancement de ce mois de l'histoire des Noirs. Généralement, sur Google, des fois, Google personnalise un peu les symboles. Donc, généralement, il y aura peut-être un personnage dans les barres de recherche qui fera référence à cette question du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est un peu tout ça qui est mis en place à l'occasion de ce mois. Et les élus, généralement, sont aussi invités à faire rentrer cet événement dans les institutions. Donc, si c'était la Suisse, il y aurait peut-être au conseil municipal de Genève une après-midi, une conférence sur, l'histoire des Noirs en Suisse, etc. Bon, c'est un peu tout ça qui est mis en place. Mais évidemment, les choses sont assez inégales. Mais l'événement a quand même un temps chronologique, non? J'entends par là, c'est quand on dit le mois, ça doit être un mois de l'année, ça doit être une période qui correspond à quelque chose par rapport à l'histoire peut-être de ce monsieur-là ou même à l'évolution de sa théorie, de son engagement.
Alors oui, alors le mois de février, donc au départ, c'était, comme je le disais, c'était une semaine créée en 1926. Donc c'est la deuxième semaine de février, en tout cas la semaine dans laquelle il y a le 12 et le 14 février, parce que à l'époque, c'était les dates de naissance présumées de Frédéric Douglass et de Abraham Lincoln. Donc Abraham Lincoln, qui est le président qui a aboli l'esclavage aux États-Unis, et Frédéric Douglass, qui était un grand militant abolitionniste, dont la date de naissance n'est pas très claire. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on a estimé que le mois de février devait faire honneur en fait à ces deux figures centrales de l'histoire des États-Unis. Et c'est un peu le repère que Carter Woodson a utilisé. Et après, ce repère-là du mois de février est resté pour les États-Unis et le Canada. Au Canada, c'est arrivé beaucoup plus tard. Hein. C'est vraiment dans les années 70, 80, voire 90 que les choses se sont mises en place. Et là aussi, il y a eu un combat, entre guillemets, militant, puis ensuite législatif et politique, pour que le mois soit adopté. Puis en Angleterre, c'est au mois d'octobre. C'est le mois d'octobre qui a été choisi par rapport aussi à leur calendrier. Il y a des différences qui peuvent être liées un peu aux sensibilités historiques de chaque pays. Alors, en France, on est plutôt sur le mois de février, parce qu'on est un peu collé sur le modèle américain. En réalité, ce serait peut-être plutôt le mois de mai, parce que le mois de mai, c'est notamment le mois des abolitions de l'esclavage. Et il y a un certain nombre d'activités, Martinique, en Guadeloupe, autour de cette histoire. L'abolition de l'esclavage, les dates ne sont pas les mêmes hein, selon le pays. Oui, oui, c'est pour ça que chaque pays a des calendriers différents. Donc pour la France, c'est un peu compliqué pour la France qu'il y a beaucoup de dates différentes. Mais le moment un peu symbolique, c'est le mois de mai, c'est on va dire les 22, 23 et 27 mai 1848, qui correspondent plus aussi à des soulèvements populaires qu'à la vraie date d'abolition, qui est le 27 avril 1848. Donc c'est l'arrivée du décret qui a quitté Paris pour arriver en Martinique, mais entre-temps, il y a eu des soulèvements. Voilà, et en Guyane, c'est le 10 juin, c'est encore un peu plus tard, 10 juin 1848, et à la Réunion, donc dans l'océan Indien, c'est le 20 décembre 1848. Donc on a des dates qui sont différentes. Après, on a effectivement les dates internationales au niveau des Nations Unies, les différentes dates. Donc, il y a tout un ensemble de dates qui font qu'on ne peut pas avoir un calendrier, je dirais, commun à tous les mois de l'histoire des Noirs des pays. Puis après, il y a la question des pays africains. Juste avant le Covid, il y a une camarade qui est une afro-canadienne qui avait lancé le mois de l'histoire de l'Afrique au niveau de la Guinée, le Bénin et je crois un troisième pays dont je ne me souviens plus. Donc c'était en fait l'adaptation du mois de l'histoire des Noirs. Parce que en Afrique, dire l'histoire des Noirs, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et donc l'idée, c'était de parler plutôt du mois de l'histoire de l'Afrique pour, je dirais, mettre plutôt en avant la référence l'histoire de l'Afrique qu'à l'histoire des Noirs en tant que telle. Ça veut dire que par rapport à tout ce que tu nous dis là, on ne doit pas s'attendre que quelque chose nous vienne de l'Afrique pour renforcer ça, ou bien je veux dire, rien ne doit cautionner ces mouvements-là, rien ne doit appuyer l'effort des gens de la diaspora. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut attendre? En fait, c'est le mois de l'histoire des Noirs, c'est le résultat des luttes menées par les diasporas aux États-Unis, au Canada, en Angleterre principalement, pour imposer dans le calendrier américain, canadien et britannique
cette activité au niveau des pouvoirs publics. Donc, ce sont des diasporas qui se sont mobilisés, des associations, des collectifs, qui ont obtenu ces avancées à travers notamment des élus qui ont porté les propositions sans rien demander aux pays africains, parce que l'enjeu, ce n'était pas tellement de dépendre de tel ou tel pays africain, mais se concevoir comme citoyen à part entière des États-Unis, du Royaume-Uni ou du Canada. Donc, je pense que c'est très important. On n'est pas... le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois de l'histoire des États-Unis, c'est un mois de l'histoire du Canada, c'est un mois de l'histoire de l'Angleterre. Donc, c'était ça, en fait, la priorité. D'accord. La référence à l'Afrique, elle vient dans d'autres enjeux, dans d'autres contextes. Ça, je note bien parce que ça me permet de comprendre davantage la démarche. Et je crois que c'est une très bonne chose de ne pas non plus s'attendre à ce que ce soit l'Afrique qui cautionne la chose dans la mesure où c'est dans la diaspora qu'on vit cette réalité-là. En Afrique, il y a d'autres formes de racisme. Hein. Je ne cherche pas à dire que tout le monde est gentil et tout le monde est bon avec tout le monde. Non. Mais cette réalité-là appartient beaucoup plus à la diaspora qui, quelque part, a aussi perdu beaucoup plus par rapport à ce qu'on peut appeler connaissance endogène. L'Africain de l'Afrique a malgré tout quelques notions, a malgré tout quelques possibilités de faire des recherches sur place que celui de la diaspora. Là, ça me permet de comprendre beaucoup plus. Mais alors, dans le cadre du panafricanisme, quel lien tu fais entre cette démarche-là et le panafricanisme pour lequel tu milites si fort aujourd'hui? En fait, si on ne connaît pas son histoire et si on ne connaît pas l'histoire de tous les afro-descendants ou toutes les histoires des afro-descendants, on ne peut pas mettre en place un panafricanisme complet et achevé et abouti. Donc, on a besoin qu'il y ait une histoire, un mois de l'histoire des Noirs au Brésil, au Canada, en France, en Italie, un peu partout, pour que partout, il y ait une conscience de cette histoire, une conscience historique. Sans la conscience historique, sans la mémoire historique, on ne peut pas avancer ou alors on ne sait pas dans quelle direction avancer. Et donc le panafricanisme, il a besoin de l'histoire comme moteur, comme force motrice pour avancer. Et donc plus il y aura d'afro-descendants qui seront conscients de leur histoire, et plus le panafricanisme sera de qualité, plus il sera efficace, plus il sera précis dans ses revendications et il ne s'égarera pas dans des combats, je dirais, passéistes ou sans intérêt. Donc c'est une question de qualité. On a besoin de qualité. Puis après, il y a une dimension aussi quantitative, à savoir que nous souhaitons évidemment que le plus grand nombre d'entre nous, dès l'éducation, dès le système scolaire, puisse être abreuvé de son histoire. Maintenant, cela ne se fait pas toujours dans le cadre évidemment de l'éducation nationale, donc c'est aussi aux associations, aux collectifs, aux familles aussi de se mobiliser pour que ce mois de l'histoire des Noirs puisse être aussi des moments, je dirais, de retrouvailles familiales. Pour nous, c'est très important la dimension de la famille, la dimension de la transmission intergénérationnelle. Et le mois de l'histoire des Noirs, il permet de construire cette transmission intergénérationnelle, puisque dans les activités organisées par exemple en Angleterre, eh bien, on demande souvent aux enfants, aux élèves, de raconter l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc ça leur permet d'aller voir leurs grands-parents, quand ils ont encore en vie, pour les interroger et pour faire un exposé en disant voilà l'histoire de, je sais pas, de mon grand-père qui vient du Nigeria, de ma grand-mère qui vient de la Jamaïque, etc. Donc il y a des éléments, je dirais, de socialisation très importants dans le mois de l'histoire des Noirs.
Il y a une autre tradition afro-américaine qu'on appelle le Kwanzaa. Eux, c'est une sorte de Noël afro-américain. Bon, beaucoup de gens le critiquent en disant que c'est quelque chose qui a été construit par les Américains, etc. Mais le principe de se retrouver en famille, le principe de faire le bilan, de regarder son histoire, de transmettre quelque chose, et surtout d'identifier qu'est-ce qu'on veut conserver, préserver et transmettre, ça renforce, je dirais, les valeurs et la crédibilité, je dirais, du panafricanisme. Maintenant, il y a d'autres volets, qui est le volet de la recherche, puisque pour faire cette histoire-là, eh bien, on a besoin d'avoir des historiens, des sociologues, des gens formés à un certain niveau qui vont diffuser leur savoir au grand public. On a besoin d'avoir des musées afro-américains, des musées africains, des musées panafricains, pour que les jeunes, au cours de ce mois, puissent aller justement dans les musées pour voir leur héritage. Puis on a besoin de supports documentaires, des films, des chansons, des pièces de théâtre, des poésies, des spectacles. Tout cela participe vraiment de la richesse créative du mois de l'histoire des Noirs et justifie, je dirais, que nous prenions soin de notre histoire. Donc tout ça, en fait, renforce la dimension socio-culturelle et éducative et pédagogique du panafricanisme, avec aussi derrière, évidemment, une dimension, je dirais, politique en termes de construction d'une communauté ou d'une nation ou d'un État qui soit très conscient des intérêts qu'il a à défendre. Dans tout ce que tu dis, j'apprécie beaucoup là c'est une appréciation dite scientifique, hein. J'apprécie beaucoup la dimension qualitative, tu vois, parce qu'on ne peut pas nécessairement tout sérier, on ne peut pas tout calculer au pourcentage. Là, il y a un apport qui, pour moi, est très, très précieux, la dimension qualitative des recherches autour de, je dirais même autour de ce que fait le panafricanisme. Ceci est d'autant important que, comme je l'ai dit au début, nous sommes tous des métis quelque part. Ça suppose une multiplicité d'appartenances, multiplicité d'identités, d'où une grande difficulté des fédérations, une grande difficulté comment je vais dire ça, d'unification, dans la mesure où normalement chaque histoire, chaque tranche de vie appartient à un contexte. Un contexte suppose aussi une langue commune aux gens du lieu en question. Il y a l'espace-temps qui joue aussi un grand rôle. Or, tel qu'on est là aujourd'hui, toi et moi, on parle même pas la même langue, même si on a beaucoup d'affinités quant à l'avenir de ce qui est africain, tu vois. C'est pas si c'est une question, mais c'est en tout cas une remarque. Dire que une recherche qualitative vaut mieux dans ces cas que essayer de quantifier, d'autant plus que nous sommes tous des métis, dont nous avons plusieurs références quant à notre appartenance et notre identité. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue. Je ne sais pas, ça dépend parce que tout, comment dire, enfin l'identité elle est complexe. Il y a des gens qui sont aliénés, c'est-à-dire que même leur propre identité ils ne la maîtrisent pas du tout. Donc est-ce que des gens qui sont aliénés sont encore des métis? Parce que être métis suppose qu'on sait qu'on l'est. Si on ne l'est pas, c'est encore autre chose, quoi. C'est pour ça que je suis assez perplexe sur cette définition de nous sommes tous métis, parce que pour l'être, il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont aliénés, qui ne sont ni l'un ni l'autre,
Ensuite, la problématique métisse, elle est très complexe parce que elle renvoie effectivement à différentes identités et, et elle est trop souvent, je dirais, connectée à la question noire. C'est-à-dire que on peut dire que les Blancs sont aussi métis, mais jamais les Blancs ne se diront métis. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est assez particulier. On peut dire que quelqu'un qui est moitié français, moitié suisse est métis, mais bon, il se dira franco-suisse, il ne va pas se dire métis. Donc là aussi, c'est assez particulier. Puis après, on est dans un monde où les cultures, où la mondialisation fait qu'effectivement, sur une même journée, on peut, entre guillemets, être sujet à différentes influences successives ou, ou simultanées, qui peuvent nous donner l'impression d'évoluer dans un univers en soi métis, c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui est quand même le résultat de la mondialisation. Donc, je pense que c'est assez, comment dire, c'est assez discutable, c'est un débat, quoi. Je pense que la question de l'identité métisse est beaucoup plus complexe et que il faut voir dans quel sens on le dit et on le pense, quoi. Là, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que tu évoques avec raison des gens qui ne sont même pas conscients de leur propre métissage. Et dans mon travail, c'est sûr que j'en croise pas mal, j'en croise beaucoup, qui sont définitivement de nulle part, vraiment, qui sont perdus, au point de ne même pas être conscients qu'ils sont perdus. Mais je ne mettais pas le débat à ce niveau-là, je cherchais tout simplement à dire que même au sein des militants panafricanistes comme toi, c'est très très difficile de trouver deux groupes qui ont tout à fait la même conception de la chose. J'en ai discuté avec quelques-uns. Je ne parle pas ici des fanatiques qui utilisent le panafricanisme comme une façon d'échapper à leur réalité, d'échapper aux problèmes quotidiens qui leur posent, qui leur sont posés. Tu vois? Mais, Ouais, en fait, vas-y. non, il y a pas de. En fait, il y a des lectures différentes parce qu'il y a des trajectoires différentes, parce qu'il n'y a pas de cadre scolaire, il n'y a pas de formation. Euh, les gens découvrent ou lisent les mêmes choses, mais pas au même moment ou dans les mêmes circonstances. Je pense qu'un noir américain qui lit Cheikh Anta Diop à l'âge de 18 ans n'est pas la même chose qu'un Africain qui découvre Cheikh Anta Diop à l'âge de 35 ans, qui n'est pas la même chose qu'un Antillais en Suisse qui découvre Cheikh Anta Diop, je ne sais pas, à l'âge de 22 ans. C'est-à-dire que les trajectoires ne sont pas les mêmes parce que le même contenu, le contenu qui nous réunit, n'est pas appréhendé de la même manière dans les mêmes conditions parce qu'il n'y a pas de structure scolaire qui permet de lisser les choses pour que tout le monde apprenne cela dans les mêmes conditions. Donc forcément, chacun vient avec son bagage personnel, émotionnel, intellectuel, culturel, etc. Et on ne se retrouve pas forcément dans le travail. Et surtout, ce travail-là n'est pas accompagné. C'est pour ça que le mois de l'histoire des Noirs, c'est quelque chose qui permet aux Noirs américains de connaître un minimum leur histoire. Il y a vraiment un mois où ils abordent leur histoire, ils connaissent leur histoire. C'est peut-être pas grand-chose, mais au moins ils ont cette base commune. Après, bon, on dit ça devient... il peut y avoir une dimension militante ou pas, mais c'est cette base commune qui est présente. Maintenant, dans les milieux panafricains, déjà, il n'y a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes sensibilités, les mêmes réalités. Il n'y a pas forcément les mêmes attentes non plus. Là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs structures, plusieurs approches et
Voilà, mais après, la majorité de notre communauté, des communautés africaines, caribéennes, ne sont pas du tout dans les mouvements africains. Donc après, c'est encore autre chose qui se pose comme question. Mais n'empêche, c'est une très bonne chose, hein. Bon, ça répond aussi aux besoins de plus en plus pressants, de plus en plus nombreux de la jeunesse africaine, notamment de la diaspora, comme tu l'as dit toi-même. Et je ne peux que saluer l'effort de ceux qui, à la base, comme toi, ils sacrifient du temps, qui prennent sur eux cette possibilité de distribuer, de parler, de répéter, de se contredire, c'est aussi normal. Mais l'important, c'est ce qu'on apporte. Et ce que vous apportez, vraiment, pour moi, c'est un besoin. C'est pour ça que je suis sûr que tu reviendras. Tu reviendras avec d'autres sujets on va discuter avec plaisir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, qu'est-ce que je peux ajouter? Peut-être juste quelques éléments d'actualité sur peut-être 2-3 événements qu'on a prévus, si je peux les annoncer là. Donc, le jeudi 9 février, je vais donner une conférence sur Cheikh Anta Diop, donc qui pourra être suivie en ligne au niveau de la Ligue panafricaine Moudja sur notre page Facebook. C'est en lien avec le CETIM qui est basé à Genève d'ailleurs. Voilà, parce que là, on est dans la semaine du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop, grand historien sénégalais. Et puis, il y aura également le 18 février à Paris, au centre sportif Nelson Mandela, une journée événement autour d'Amilcar Cabral, également une autre grande figure de la libération de l'Afrique. Et puis, le 25 février, un dernier événement, cette fois-ci toujours autour de Cheikh Anta Diop, mais cette fois-ci à Lyon, à la maison des associations. Donc voilà, on a quelques événements, quelques activités tout au long du mois de février qui ne sont pas directement dans le mois de l'histoire des Noirs, mais qui sont là pour dire qu'en fait, il ne faut pas juste se limiter sur un mois. Notre histoire, l'histoire, la connaissance de manière générale, c'est tous les mois, toutes les semaines, tous les jours qu'il faut la diffuser, la partager. Merci. Merci beaucoup, merci. Et bon, je remercie la production qui nous donne cette possibilité. Et de nouveau, je salue tout le mien et à la semaine prochaine. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Achetez maintenant avec 20% de remise jusqu'au 31 janvier 2023. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Achetez maintenant. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Recevez $20 de remise, including la boîte de télévision plus l'expédition. $173 pour toute l'année. $173